Bonjour, bienvenue à nouveau dans cet amphi, dans cet auditorium de Vigny. On est parti pour 1 heure ensemble de conférences sur les réseaux sociaux, la communication digitale. Merci à tous ceux qui sont là. Je reconnais pas mal de monde. C'est vrai que on l'a déjà dit pas mal de fois ce matin, c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Nicolas Dodianous et je suis directeur associé de We Like Travel. Vous connaissez ce rendez-vous, chaque année on se retrouve ici à Pau pour faire le point, le bilan de l'année, le bilan de la fin d'année dernière aussi, de ces 12 derniers mois, sur les performances des destinations françaises sur les médias sociaux, et puis un peu plus largement sur l'état des lieux de la communication digitale, avec des réflexions, des analyses, des tendances que nous menons avec les 35 personnes de l'agence au quotidien auprès de nos clients que nous accompagnons. Certains présents parmi vous, merci d'être là. Et puis bien sûr d'autres, puisque comme vous le savez, cette étude annuelle que nous allons présenter, que je vais vous présenter, et les tendances et réflexions n'ont pas lieu que pour nos clients, mais aussi bien sûr sur tout le panel, c'est-à-dire plus de 600 destinations françaises qui communiquent sur les réseaux sociaux en France. On va attaquer donc cette conférence C1 par des réflexions. Vous savez, chaque année, on publie des classements, on publie cette étude. On voulait, en ce temps de post-crise, de crise, d'abord faire une sorte d'introspection sur, plus largement que les réseaux sociaux, des tendances. Et encore, on a un peu de mal avec ce mot aussi. Je pense qu'on est plutôt dans l'absence de certitude, mais plutôt dans l'envie de partager des axes majeurs, des évolutions des usages digitaux des Français et des Européens, et puis ce qui va dessiner certainement la communication digitale de 2022. Le premier point que je souhaiterais vous partager, c'est la remontée que nous avons des clients que nous accompagnons, du marché, d'autres agences avec qui on travaille, sur des enjeux et des problématiques constatées qui impactent directement la performance digitale des destinations touristiques, des organismes de promotion touristique, mais aussi des organismes de promotion du loisir et de la culture, comme les musées par exemple. Le premier, je pense qu'il en a été question ce matin, et je pense qu'il va en être question pendant ces 3 jours, depuis hier, c'est comment, dans un contexte de tourisme plus responsable, comment le digital peut se mettre à son service. Et j'espère vous apporter quelques pistes. Mais il est bien question aujourd'hui, dans les enjeux des destinations et des OGD, que le digital se mette au service d'un tourisme responsable. Ce ne sera pas fait en 5 minutes, même peut-être en 1 année, mais l'un des enjeux, c'est celui-là. L'un des enjeux constatés aussi, c'est qu'on a une forte propension dans nos organisations touristiques à voir le social media d'un côté et puis le marketing, la communication de l'autre. Il y a un très fort cloisonnement entre la communication, on a fait une conférence l'année dernière sur la promotion en question, dans une France un peu en crise. On a vu des destinations se précipiter sur les affichages dans le métro à Paris, alors qu'il n'y avait que 25% des usagers du métro à Paris. Très clairement, là, il y a un problème de porosité dans les services, dans les organisations, dans les directions des organisations touristiques, entre le social media et le reste. Je rappelle que pour la plupart, la quasi-totalité des 600 destinations de notre panel et des 1500 offices de tourisme et d'offices de tourisme de France, ici présents par la voie d'ADN, eh bien, la première vitrine du tourisme en France, ce sont les médias sociaux. C'est la première vitrine en nombre de personnes touchées, en coût par personne touchée, et donc en volume d'audience, d'impression brute. Et évidemment, après, on s'interroge immédiatement sur la qualité. Mais on ne peut plus, dans les organisations touristiques, cloisonner le marketing d'un côté, la com de l'autre, la com offline d'un côté, la com digitale de l'autre. C'est vraiment problématique. Quand on accompagne, quand on fait des audits, quand on démarre des missions d'accompagnement, c'est le premier truc qu'on fait. On ne peut pas avoir des résultats sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, si l'organisation, la direction globale de l'entreprise autour de la communication, elle n'est pas décloisonnée. Alors ça fait longtemps qu'on en parle, mais empiler des fans, je suis désolé, on a été pas mal taxé de course à la croissance chez We Like Travel, c'est pas vrai. On a toujours combattu l'idée que la course aux fans était une hérésie. Avoir beaucoup de fans et d'abonnés, ça a du sens quand les communautés sont très bien gérées.
quand on touche des audiences parfaitement ciblées et volumineuses. Mais quand on n'a pas d'objectif derrière et qu'on fait une course aux fans, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, on les voit en fait. On les voit, on suit mois après mois, je vous dis, des centaines de marques et aussi d'autres secteurs, parce qu'il n'y a pas que le tourisme institutionnel, il y a également l'aérien, le tour operating, l'hôtellerie. On les voit, tous ceux qui recrutent des fans sans stratégie. Ceux qui recrutent des fans avec une stratégie, là oui. Quand je parle de fans, je parle bien sûr d'abonnés. Mais ce n'est pas que les compteurs qui ont du poids dans votre performance. Et vous allez voir que justement, dans les classements qu'on a choisi de vous présenter cette année, il est question de ça. Et moins de course aux fans et plus de valeur, de mission, de sens dans ce qu'on fait dans une communication digitale et sociale. Là aussi, une vraie problématique pour poser le décor, un seul storytelling pour tous les clients. Je pense que la crise sanitaire est passée par là, elle a accéléré les aspirations. On ne peut plus avoir une espèce de monolithe, qu'il soit sur une cible familiale, sur une cible culturelle, sur une cible d'enfants, sur une cible de jeunes pour la montagne qui cherche par exemple à rajeunir son image avec des contenus assez un peu adrénaline. C'est plus possible d'avoir la vidéo annuelle qui fait tout. C'est plus possible d'avoir une seule page Facebook sans aucune ramification, en duplication d'un compte Instagram. C'est plus possible de jouer comme ça. Et on en parle depuis un certain temps, mais pas mal de destinations ont commencé très largement à segmenter leur contenu, à faire des campagnes pour toucher certaines cibles. Et quand je parle de certaines cibles, je sous-entends évidemment également des cibles que peut-être vous ne soupçonnez pas encore. Le tourisme LGBT, le canitourisme, le spiritourisme, le handitourisme. Ça, ce sont des niches. Je vous rappelle que le tourisme LGBT, un touriste LGBT, c'est des paniers moyens qui sont parfois 2 à 3 fois celui d'un touriste normal. Combien de campagnes il y a eu pour toucher les cibles gays de la part des institutionnels français ces dernières années? La réponse, 0. Ou du moins, on ne les a pas vus passer. Le spiritourisme, on le prend avec des pincettes. Et pourtant, la spiritualité, c'est important, quelle que soit la religion, etc., etc. On doit avoir un storytelling pour tous ses clients, pour ses activités, et aussi, au-delà du tourisme, de la culture, des loisirs, des locaux, des habitants également. Et puis, pour terminer cette introduction, attention, elle a l'air un peu sévère comme ça, mais vous allez voir, il y a des très belles initiatives aussi, il faudra les souligner. On a quand même encore la sensation que les contenus produits, les histoires racontées, les photos, les vidéos, les textes sont encore assez lisses. Je suis très content de l'émergence de TikTok parce que ça casse vraiment les codes. Tout à l'heure, à 14h30, avec Anaïs de TikTok France, nous allons faire une conférence dédiée à TikTok. Et là, vous allez voir que les contenus lisses et peu incarnés, ça marche carrément pas. Mais je vous rappelle que c'était déjà le cas sur Facebook et sur Instagram. C'est juste que ça s'accélère de plus en plus et qu'on ne peut plus aujourd'hui faire des stories avec des petits paysages et des contenus sans son, sans humanité, sans introspection, je dirais, ou sans filtre aussi parfois. Et on va en parler juste après. Mais l'incarnation est un véritable enjeu. Je rappelle des fondamentaux là. Hein. Les 3 grands piliers, le pourquoi vous faites une communication digitale et social media, c'est travailler votre notoriété. Pensez bien aux ramifications de tout ça. Travailler la notoriété, ça peut aussi être travailler la gestion des flux, travailler le surtourisme, travailler sur 4 saisons. Essayer de déconcentrer les flux sur certains sites comme je sais pas, le Mont-Saint-Michel, puisque l'équipe de la Manche est là. Et essayer de valoriser d'autres sites. La baie de Somme, puisque la Somme est là. Et d'autres territoires qui ont ces problématiques de notoriété, de valorisation des pépites au détriment des totems, qui sont, eux, relativement saturés en haute saison. Évidemment que là, on est en situation exceptionnelle. Et puis l'engagement avec vos communautés, le lien que vous tissez, la fidélisation que vous menez chaque année, et bien sûr la performance. Et encore une fois, la performance, c'est très protéiforme, la performance sur le digital et les réseaux. Ça peut être bien sûr une performance d'audience quand vous avez une problématique d'audience trop faible par rapport à vos flux touristiques. Ça peut être du téléchargement de brochures, ça peut être du drive to store quand vous avez une boutique, quand vous avez un office.
Et bien sûr, ça peut être aussi vendre. Vendre de la billetterie pour des billets, vendre des nuitées pour un office ou un hôtel, aider les professionnels du territoire à vendre et atteindre une performance. Ce n'est pas forcément avoir un panier. Ça peut aussi être autour de l'événementiel, qui est très présent notamment sur Facebook. Bref, il faut voir ces trois piliers de manière très protéiforme. Et puis voir ces audiences. Ça, je reprends des fondamentaux de l'année dernière qui n'ont pas changé. On est aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, sur des audiences massives en millions, voire dizaines de millions de Français qui aiment certaines thématiques et qui s'attendent à recevoir des contenus spécifiques, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn. Ils s'attendent à recevoir des contenus spécifiques à leur goût, en fait. Quand on aime l'outdoor, quand on aime la nature et la van life, on n'a pas envie de recevoir une publicité d'un hôtel 5 étoiles dans un resort à Djerba ou même dans le sud de la France. Donc le profiling vous est offert par les plateformes. Bien sûr qu'il y a un petit côté Big Brother, mais ça, profitons-en. Nous, on est des professionnels de la communication. Donc on en profite, c'est notre métier en fait de travailler ces bases de données, les vôtres également, hyper important, de les conjuguer avec les plateformes sociales et d'essayer d'offrir le contenu et l'expérience la plus personnalisée aux gens qui sont en face de vous. Pareil, on n'est pas sur 2 ou 3 piliers, on en est même sur 4 autour de cette cohérence de votre écosystème, de vos fondamentaux qui sont la communauté, les communautés, votre ligne éditoriale, ce que vous racontez, vos publications, les messages que vous adressez, les conversations que vous avez, les échanges, les micro-échanges. Là, on est aussi sur la nano-influence entre vous et le one-to-one, ce que fait très bien Val Thorens, par exemple, avec son équipe CRM. Et puis, bien sûr, le levier d'amplification, la publicité. Et la performance, elle est au carrefour de tout ça. Vous enlevez une pièce du puzzle, ça s'effondre. Et ce n'est pas forcément cher. Vous avez des offices, comme Dominique ici présent à Dinan, qui ne mettent pas forcément des budgets faramineux dans les réseaux sociaux ou dans leur communication digitale, mais ils le font bien. Tactique. Alors, je voulais vous présenter 6 réflexions en introduction encore, avant l'étude qu'on va vous montrer juste après, mais vous avez peut-être vu passer nos réflexions il y a quelques mois, et donc je voulais vous en parler. On a retenu 10 réflexions pour 2021-2022. J'en ai extrait 6 qui me semblent importantes, en commençant bien sûr par celle qui est sur toutes les lèvres, dans toutes les réunions, c'est ce fameux moins mais mieux. Et c'est comment la communication digitale peut être plus vertueuse. Lionel Flasser d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, dans une interview l'année dernière, nous a dit « Les aspirations deviennent des revendications ». Et c'est parfaitement vrai. Les clients n'ont plus la patience de recevoir des contenus qui ne leur sont pas dédiés. Les clients n'ont plus la patience d'acheter, de trouver le produit qu'ils voient en photo ou en vidéo, l'offre qu'ils voient en photo ou en vidéo, ils ont envie d'acheter tout de suite. Les clients ont envie, et je crois qu'il y a suffisamment d'études qui le montrent, d'avoir une offre touristique à la carte. Et le à la carte, ça peut être vraiment s'engouffrer à fond dans ce tourisme plus durable, plus responsable, plus local. Et la com digitale doit être adaptée à ça. Mais je peux vous dire qu'à IFTM Top Resa la semaine dernière, c'était pas trop la même. Hein. Le salon donc, de l'industrie du tourisme à Paris, où là, vous avez l'aérien, les tours opérateurs, et eux, ils ont envie de vendre du charter pour la Grèce. Donc il va falloir conjuguer aussi avec vos touristes, vos habitants, vos vacanciers, qui ne sont pas forcément tous alignés avec ce fantastique panorama d'un tourisme local et responsable et éco-durable et tout ce qu'on veut. Et bien sûr que nous, on s'intègre dedans. Mais on doit composer avec toute l'offre, tout le panorama de vos clients. Et la communication digitale est un puissant levier pour un tourisme plus responsable. Je prends tout simplement l'exemple, par exemple, de la gestion des flux. Aujourd'hui, on peut, grâce à des outils comme Waze, grâce à des publicités ultra ciblées, grâce à des leviers de storytelling, raconter une offre différemment et orienter des flux quasiment en temps réel
sur un territoire, pour valoriser des acteurs ouverts, pour valoriser des sites qui valent la peine. Et l'exemple dont on a parlé il y a 2 semaines à CM on the Beach, c'était le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a mis en place un système sur Waze pour prévenir les automobilistes en situation de tourisme qu'il y avait d'autres expériences disponibles compte tenu du fait que leur destination était saturée. Et qu'en temps réel, on peut orienter un automobiliste soit vers un parking moins saturé pour qu'il se gare plus loin et qu'il fasse le reste à pied pour éviter d'encombrer certaines zones, soit carrément lui proposer une alternative. Ah, les fleurs tombent. C'est poétique ces fleurs. Un peu comme cette photo. Et donc, je trouve que c'est assez chouette de se dire qu'il y a des outils disponibles pour ça. Je l'ai dit, il faut absolument aujourd'hui aligner les indicateurs social media avec les enjeux touristiques. Là, on rapproche des extrêmes. On rapproche les directeurs et les directrices de structures touristiques avec les community managers. Et on est un peu hors sol depuis le début, en fait. Et on a envie que ce soit un peu moins hors sol, que les directeurs et les directrices s'intéressent au métier de leur social media manager et de leur community manager pour que les enjeux touristiques, les enjeux d'attractivité, les enjeux de la destination, les enjeux du territoire, les enjeux économiques soient parfaitement alignés avec la ligne éditoriale. Que le community manager, il ne raconte pas n'importe quoi, en fait. Et c'est dans les deux sens, parce que le community manager, il a aussi beaucoup de mérite. Et quand je dis community manager, j'entends toute l'équipe social media, de porter tout seul, parfois, une communication digitale qui est un fardeau pour lui et sur lequel il ou elle n'a pas beaucoup d'aide, peut-être, pour faire ce travail d'alignement. Une réflexion très importante, c'est aussi que atteindre ces objectifs, ce n'est pas une exubérance de moyens, c'est une créativité, avant tout. Bien sûr que les moyens, c'est important. Mais vous avez nombre de destinations, et on est bien placé pour les voir, qui ont énormément de budget et qui l'utilisent très mal. Les meilleurs, c'est les plus créatifs, à chaque fois. C'est les plus malins, c'est les plus agiles. Quand je dis créatif, attention, hein, je ne parle pas de super campagne de type Intermarché ou d'autres. Hein. On reste bien sur des choses faisables, entre guillemets. Mais la créativité du quotidien, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et puis, là, je vais peut-être en étonner plus d'un ou plus d'une, c'est que mieux faire, ça commence d'abord par moins faire. Moins de posts inutiles, moins de contenu inutile, une ligne éditoriale plus allégée. Vous savez, dans nos baromètres, c'est écrit noir sur blanc. Hein. On pénalise, on valorise plutôt, on va parler comme ça. On valorise les destinations qui ont un rythme éditorial, entre guillemets, sain pour leur communauté. C'est assez large, hein, on n'est pas... mais quand même. Quand vous faites un post par mois, vous ne faites pas votre job. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une norme presque internationale. Mais quand vous en faites 50 ou 100, il y en a. Il y a quand même un problème de saturation et de capacité à comprendre que vos communautés en face, même vos fans les plus aguerris, même vos abonnés les plus passionnés, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas supporter, dans un monde d'infobésité, où les fils d'actualité sont saturés, où il y a une vraie social fatigue, qu'on sature des rythmes éditoriaux, des plannings éditoriaux, de publications en tous sens, parce qu'il faut faire plaisir à un tel, à une telle, au président, au directeur, au machin, aux partenaires, et qu'en fait, on se retrouve avec un arbre de Noël de publications. La deuxième tendance, c'est les contenus, autour des contenus, et c'est le filtre, la notion de filtrer, l'esthétisme. Quand on fait des contenus aujourd'hui, et là, clairement, la crise est passée par là, sur nos réunions Zoom, Google Meet et Co, il y a clairement une tendance à revenir à l'essentiel, à la sincérité, à la spontanéité, qui est assez nouvelle, peut-être accélérée par TikTok et des réseaux sociaux et des plateformes de ce type. Mais on sait très bien que l'instagrammabilité reste un critère décisif, c'est très clair. Il n'est pas question d'arrêter de faire des contenus séduisants, des contenus esthétiques, des contenus, je dirais, beaux, retouchés, des couchers de soleil pour certains.
c'est vrai que ça marche. Mais on doit absolument adopter une variation de ce qu'on appelle le brand content autour des formats, déjà, qui soient courts, qui soient longs, qui soient détendus, qui soient sérieux. Je vais vous montrer des exemples après. Mais on doit être capable de franchir un cap qui est celui de dégrader la qualité. Et ça, c'est très dur. Dégrader la qualité, ça veut dire qu'on fait confiance aux équipes pour faire des contenus moches qui vont marcher beaucoup mieux, parfois, que des contenus qui ont pris des semaines à produire. Et notamment parce que les clientèles, les usagers des réseaux sociaux sont en attente de contenus ultra spontanés. C'était déjà une tendance qu'on avait observée, mais en mesurant les volumes d'écoute, l'assiduité au contenu, la production de certaines destinations, je pense notamment à la montagne, qui a toujours un petit temps d'avance sur la manière dont les contenus doivent être présentés, la spontanéité, l'authenticité, le direct, le véritable, en passant par une dégradation de la qualité, ça cartonne. Vraiment. Mais c'est difficile à faire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prépare rien. Dégrader la qualité, l'esthétisme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas préparé. C'est même parfois plus difficile à préparer de faire un truc moche. Quand je dis moche, je dis un peu moins beau, quoi. Il y a une tendance de contenu très forte également, c'est la gamification. Là, je pense que vous avez tous compris de quoi je parle. Au-delà des chorégraphies, des danses ou de la musique sur TikTok, je parle bien sûr de ce qui est arrivé avec les stories Snapchat d'abord, les stories Instagram ensuite, les stickers, les systèmes de vote, les petits sondages, les petits curseurs à emoji, toute cette gamification qui permet de désinstitutionnaliser la marque, comment dire, de désolennaliser un peu quoi, le discours qu'on a, la relation qu'on a avec sa communauté, de moins se prendre au sérieux. Et je pense à des destinations comme le Voyage à Nantes ou à d'autres qui, eux, ont déjà intégré ça dans leur identité. Et l'offre du Voyage à Nantes est carrément un pas de côté sur la gamification. Moi, je trouve que c'est une forme de gamification artistique. Mais quand on peut jouer avec des œuvres d'art dans une rue, dans une ville, c'est phénoménal. C'est pas facile à faire pour tous les territoires, mais dans la communication, c'est possible. Et il y a plein de manières différentes de visiter un musée. Je vous renvoie vers le compte de la Minute Culture sur Instagram. Vous connaissez peut-être la Minute Culture, je vous invite à aller voir. Comment montrer des trucs franchement rébarbatifs au début, d'une manière absolument passionnante et absolument engageante, voire même à mourir de rire. Comment visiter un musée en gloussant derrière son téléphone. Franchement, allez voir, le travail de Camille, c'est exceptionnel. Une troisième tendance autour des campagnes, de la publicité, de l'amplification. Quand je dis tendance, encore une fois, je parle plutôt de réflexion. Notre conviction, c'est qu'il faut vraiment annualiser les campagnes. Je pense qu'on n'a tous, pas souffert, mais on a tous été un peu ébahis de voir que l'été 2020 et encore un peu l'été 2021, il y avait des budgets qui sortaient par magie au mois de juin. Paul Arsenault disait même ce matin au mois de juillet. Et là, au mois de juillet, nous, on a vu des campagnes fleurir comme ça, comme un peu les fleurs devant moi. Il n'y avait rien l'année dernière, puis d'un seul coup, il y a des fleurs qui poussent. Il y a des budgets qui sortent par magie. 10 000 là, 50 000 là, 100 000 là. On entend parler des agences partenaires, etc. Tiens, des budgets qui sortent comme ça. Mais attendez, on n'aurait pas pu anticiper un peu l'année dernière, l'année d'avant? On ne peut pas lisser un peu ce budget-là sur l'année? On est obligé de concentrer ça sur le mois de juin, sur le mois de mai? Vous ne pensez pas que peut-être qu'on pourrait travailler l'inspiration, la loyauté, la fidélité à la marque, la préférence de marque au mois de février, par exemple? Au mois de janvier, quand il y a très peu d'annonceurs, puisque le Noël est vraiment une période pas très bonne pour faire des campagnes. Donc, il est extrêmement important de lisser ces budgets pour des questions de saisonnalité, parce que je pense que vous êtes tous concernés par une sorte de saturation pour les destinations urbaines, littorales et rurales autour de l'été, et pour les destinations de montagne autour de l'hiver, même si ça a été un peu dur cette année.
Mais il faut lisser ces effets de saisonnalité face à une sorte de bataille de l'attention et puis tout simplement de concentration des flux. Et le gros avantage, c'est que quand on communique toute l'année, quand on fait des campagnes 4 saisons, parfois même sur le même objectif, hein, de notoriété ou de visibilité ou même de réservation, on diminue fortement ses coûts. On a vraiment un boost de la performance et on engage ces cibles au moment où elles sont peu sollicitées. Parce que je vous le dis, hein, il y a peu de destinations qui se battent pour faire de la pub en février ou en janvier, très clairement. Par contre, au mois d'avril, mai, juin, alors là, c'est la saturation complète. On a une concurrence entre les destinations, parfois sur les mêmes segments de clientèle. Parfois, nous-mêmes, on doit dire au CRT A que, attention, il y a le CRT B qui fait une campagne en même temps et qu'on est l'agence des deux et que peut-être qu'il ferait bien de se parler parce que là, ils vont taper les mêmes clientèles. Et donc, peut-être que le fan ou l'abonné, il va voir la pub du CRT A 10 minutes après la pub du CRT B dans son fil d'actualité. C'est un peu dommage. Et puis, des campagnes toute l'année, ça permet aussi de parler d'autres choses, de varier les contenus, d'utiliser cette stratégie des contenus différenciés, notamment par saison. Et vous voyez la photo à gauche, qui est une photo automnale, qui n'est pas un moment, je dirais, génial pour la montagne, par exemple, de faire sa promotion. Et pourtant, de plus en plus, on voit des campagnes d'automne, on voit des campagnes de printemps pour ce segment de la montagne, on voit des campagnes d'hiver. Nous, par exemple, on travaille pour Malte, l'Office de tourisme de Malte, Visite Malta. Malte, c'est blindé. De juin à septembre, on ne peut pas y mettre un pied. Tout est complet. Il est évident que la stratégie de communication de Malte n'est pas l'été, ni même les bords du printemps. Elle est l'hiver. La Côte d'Azur, c'est pareil. C'est blindé. Alors que l'hiver, au mois de février, vous vous rappelez de voyages en multimédia et de certains salons qu'on a pu faire à l'époque. Moi, j'ai des souvenirs incroyables de la Côte d'Azur en février, à Cannes ou à Saint-Raphaël, où il faisait 20 degrés. Bon, il fait un peu plus frais le matin. Mais c'est extraordinaire de se dire qu'on peut envoyer des contenus hivernaux et amplifiés à des clientèles et que ça a une performance très élevée. Alors tout ceci ne serait pas possible ni efficace sans ce quatrième point qui est la relation client, le all-in app, comme on dit, qui est une vraie tendance et qui est une vraie déviance aussi. Je parle un peu moins du tourisme, mais peut-être plus d'organisation un peu plus commerciale. Il y a un vrai souci dans l'approche relationnelle et conversationnelle des marques avec leurs clients là, sur Facebook, Instagram, Messenger, etc. WhatsApp aussi. Il faut quand même remonter auprès de direction les chiffres. Hein. Les sondages, notamment ceux de Zendesk, qui est une plateforme de satisfaction client et de CRM, montrent une très très nette satisfaction qui est 2 fois supérieure au téléphone ou à l'email envers les messageries. Les messageries, c'est satisfaisant. Les gens adorent ça. Et en plus, les jeunes générations, les millennials et la Gen Z, détestent le téléphone. Il y avait des chiffres hallucinants de qu'est-ce que vous préférez faire dans la vie plutôt que téléphoner. Et il y avait carrément nettoyer ses toilettes. Enfin, les gens détestent téléphoner, vraiment. Donc c'est bien, hein, il faut laisser les téléphones en route, hein, parce qu'il y a des clientèles qui ont encore envie d'appeler. Mais il faut vraiment s'y mettre sur les messageries, parce que les clients les utilisent, et d'autre part, ils attendent des réponses rapides. Et là, l'enjeu principal, c'est qu'ils attendent des réponses rapides là où ils ont posé la question. Et l'enfer absolu, pardon, mais je le vis au quotidien, c'est d'être renvoyé vers autre chose. On fait l'effort de contacter une marque sur WhatsApp ou sur Messenger, et on nous répond, alors pour cette question, veuillez envoyer un mail au service truc. Ben non, en fait. Mais je suis pas un pion, quoi. Tu vas pas m'envoyer là, puis là, puis là, puis ça va durer combien de temps ce cirque, en fait. Déjà, je fais l'effort de te parler à toi pour te demander un conseil. J'attends de la rapidité, de la localisation, c'est-à-dire la réponse à l'endroit où j'ai posé la question, et puis d'une expertise. Une expertise, ça veut dire que oui, il faut escalader. Et alors là, le community manager, pardon, qui est aux premières loges, il n'a pas la réponse.
Donc il faut des experts autour de lui, il faut changer les flux dans une organisation pour que le community manager ou même la personne concernée réponde à cette question. À quelle heure était l'événement? Quel est le prix de tel déplacement? Est-ce que les calanques sont bien ouvertes ou pas? Il y a même des répondeurs pour ça. Mais toutes les équipes sont sollicitées, en fait. Et parfois même les RH. Combien de questions RH on reçoit sur Messenger d'un office de tourisme, d'un CDT ou d'un CRT? Un paquet. Et en plus, ça vous réussit. Pardon, je vais reciter encore Val Thorens, mais c'est un peu les stars historiques du CRM sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez les échanges qu'il y a sur la page Facebook de Val Thorens ou encore de La Plagne, le one-to-one, mais la conversion qu'ils ont derrière avec des conversations engagées, des remerciements, des comment ça va, oui, alors c'est phénoménal. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui dit ah, la station ouvre dans un mois, génial, je serai là, j'ai réservé avec ma famille. Un mois après, vous avez l'équipe de Val Thorens qui envoie un message. Alors ça va, vous êtes bien arrivés? Mais les gars, vous êtes trop forts. Vraiment. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que la famille en question qui reçoit ce message un mois après, on dit waouh, là, ils m'ont scotché. Un, ils se rappelaient que je venais. Deux, le petit message est hyper attentionné. Et trois, mais là, la préférence de marque, ça veut dire que l'année prochaine, mais il n'y a pas photo. On est tellement bien accueillis, on revient à Valto. Et c'est comme ça qu'ils ont construit ce fameux Val Thorens United. Et on n'est pas l'agence de Val Thorens, malheureusement. Une cinquième tendance très forte, absolument nécessaire face à quoi? Face quand même à un vieillissement de Facebook, on va dire. Mais pas que. Mais pas que. Il y a deux axes, deux types de structures, deux catégories dans le tourisme qui sont en train de souffrir pas mal d'une séduction des jeunes et d'une raréfaction du tourisme des jeunes. Le premier, c'est la montagne. Je reparle encore de la montagne, mais on est sur à peu près moins 10% de fréquentation des domaines skiables en 10 ans sur les moins de 25 ans. Donc ça commence à piquer un petit peu pour les prochaines générations. C'est-à-dire que les gens ne font plus de ski étant jeunes, donc ils ne retournent pas à la montagne après, pour vous schématiser un peu le truc. Et puis il y a une deuxième catégorie, c'est les musées, le patrimoine, le tourisme culturel, qui a une vraie problématique de mise en avant et de valorisation auprès des jeunes. Et je vous rappelle que ça fait quand même 10, voire plus, années que nous travaillons sur un réseau social qui a beaucoup vieilli, qui est Facebook. Donc je ne critique pas Facebook, Facebook reste le vaisseau amiral de votre communication, ça reste un point central, mais il va falloir sérieusement se poser la question de quelle cible vous touchez grâce à Facebook. Et je vous le dis tout de suite, ça a clairement vieilli, on est carrément sur les plus de 40 ans aujourd'hui, plus de 35 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de jeunes sur Facebook, je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, le combo Facebook-Instagram, par exemple, il est absolument nécessaire pour toucher les 20-70, quoi. Parce que les 20-30 sur Facebook, ils ont un petit peu disparu, au moins sur le tourisme. Mais c'est pas que ça, c'est pas qu'une question d'âge et de ouais, on va booster, on va leur envoyer aussi ça, etc. Non. Il y a aussi une question de message. Et alors là, il y a une défiance énorme. Et qui est un peu étrange d'ailleurs. Les jeunes tolèrent assez bien la publicité. Ils le disent. La publicité, c'est utile, ça me permet de découvrir des nouveaux produits, etc. 56%. En revanche, la défiance à la marque, elle est énorme. La défiance envers le professionnel, elle est énorme si il n'y a pas d'engagement sociétal. Si la marque n'est pas dans une mission. Et quand on n'est pas clean, là, sur la génération Z, ça passe vraiment pas très bien. L'engagement sociétal, ça veut dire que au-delà du greenwashing, on a vraiment des vrais engagements pour eux, une vraie personnalisation pour eux, une vraie offre pour eux. Et puis on n'est pas sur un double discours. Même si eux ne vont pas regarder ça, on ne va pas chercher des Chinois avec des gros budgets d'un côté et puis dire non, mais on est sur le tourisme local, etc. de l'autre. Il y a une vraie attente de cohérence. Et bien sûr, des codes narratifs adaptés, de l'audace, de l'humour, de l'irrévérence. Là, on rejoint un petit peu les codes d'Instagram et TikTok, mais Snapchat aussi. Beaucoup d'incarnation, sans filtre, comme on le disait. On est sur Insta, on est sur TikTok, sur Snapchat, sur YouTube, sur Twitch aussi.
il y a des canaux qui ont été un peu oubliés. YouTube, aujourd'hui, est très très peu travaillé par les destinations. Il n'y a que 1 ou 2 CRT qui fait une belle com sur YouTube. Je crois qu'il y a une seule destination qui a fait une opération sur Twitch. Donc là on zappe complètement parce qu'on est à l'aise avec l'outil Facebook, parce qu'on s'est un peu endormi, parce que ça marche encore bien, parce qu'on a encore une portée importante, parce qu'Instagram, on s'est adapté un peu, on a fait des stories, ça marchouille aussi, c'est bien, on a des bonnes audiences, mais en fait, on zappe une énorme partie de la clientèle. Et on est en train de laisser nos clientèles vieillir en ne renouvelant pas notre image, avec bien sûr des lignes éditoriales totalement nouvelles auprès de ces gens-là. Et ça veut dire, encore une fois, et là je vais presque me contredire, qu'il faut bien considérer les attentes des jeunes et du marketing générationnel. Alors là, j'aimerais faire un petit point quand même. On reçoit des briefs, nous, chez We Like Travel, qui disent « Non, mais là, ça, c'est pour les plus de 55, ça, c'est pour les moins de 25. Ah bon? Mais non, en fait. Ben, moi, je connais des gens de plus de 55 ans qui dorment dans des Airbnb, qui mangent du quinoa, enfin... Non, mais il n'y a pas de... Et donc, on s'est mis des clichés dans la tête. Et il se trouve que l'évolution de la société française et européenne montre très bien qu'il n'y a pas de caricature générationnelle comme celle qu'on veut nous la faire entendre. Il y a d'ailleurs des usagers de TikTok, et qui sont en forte croissance, qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans. Il y a un flou là. On est en train d'essayer de rentrer dans des cases alors qu'il n'y a pas de cases. Il y a des besoins en commun. Et les besoins en commun, ils sont transgénérationnels. Vous avez des visites guidées muséales, patrimoniales, où vous avez des gamins de 18 ans. Parce que c'est leur passion, en fait. Regardez les chaînes YouTube de Nota Bene, de Amixem et tout. Enfin, ça parle d'histoire, ça parle de sujets hyper sérieux, quoi. Et vous avez des gamins de 16 ans, 18 ans qui suivent ça. Donc on peut être vieux quand on est jeune et on peut être jeune quand on est vieux, c'est ça que je veux dire. Et qu'il faut déconstruire ce marketing générationnel et ces fameux briefs. Il faut travailler par des besoins en commun, quels que soient les âges. Le dernier point, là c'est l'intro, hein, vous avez compris. Je ne sais pas, il est quelle heure? Ok. Le dernier point, il est sur le marketing d'influence. On aime bien le marketing d'influence, c'est une de nos spécialités. C'est une de nos expertises même. Et on voulait vous faire passer ce message, je pense que vous l'avez remarqué aussi, que le marketing d'influence est en crise, où il y a un tournant en fait. D'abord, parce qu'il y a une crise de confiance. On sort d'une crise de confiance très nette, avec une ère dorée des blogueurs et des gros influenceurs avec les gros chiffres, etc. Et puis les marques qui se sont rendues compte, et on les a un peu aidés, hein, que bon, il y avait quand même pas mal de tricheurs là-dedans, et des piques-assiettes aussi, et puis des salons du blogueur en voyage où il n'y avait pas trop de blogueurs en voyage. Et puis qu'en fait, quand on fait du tourisme, on n'est pas obligé de travailler avec des blogueurs en voyage. Hein. On peut aussi travailler avec des blogueurs gastronomie, sport, lifestyle, maman, etc. Et il y a surtout une crise de confiance par rapport à la véracité, l'authenticité et les chiffres. C'est-à-dire que les chiffres aujourd'hui sont, pour certains, brebis galeuses, on va dire, ont été pas mal truandés, quoi. Donc on achète des faux likes, on achète des faux fans, on achète des faux abonnés, on a fait des faux commentaires par des robots qui commentent en français, ah t'as une belle robe, etc. Donc c'est absolument indétectable et pour ça il faut des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour faire un casting d'influenceurs au sens du marketing d'influence comme on le faisait encore et qu'on le fait encore un peu sur des blog trips ou sur des accueils d'influenceurs pour faire de la notoriété, il faut des outils très puissants pour détecter les audiences, les origines géographiques des communautés de l'influenceur, la véracité des communautés de l'influenceur, et puis la réputation aussi de l'influenceur, parce que vous pouvez avoir des super chiffres et être détesté de la moitié du web. Donc il y a une crise de confiance et les marques ont compris quelque chose, c'est qu'il fallait dissocier la création de contenu d'un côté et la recherche de visibilité de l'autre. Et c'est là qu'on est sur une vision assez morcelée aujourd'hui du marketing d'influence entre
Les influenceurs, les créateurs, les blogueurs, d'ailleurs sur TikTok, on les appelle plus influenceurs, on les appelle créateurs. Nous, on appelle ça des talents. Et on trouve qu'aujourd'hui, on devrait miser plus sur les talents plutôt que sur l'influence. Bon, vous comprenez le discours. Est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'était que une politique de talent, ça va de la nano-influence des locaux, des habitants, jusqu'au VIP marketing avec les stars, mais que l'amplification vous appartient. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de l'influenceur, c'est vrai que c'est génial de se payer un Bruno Maltor, d'avoir un Squeezie, etc. Non, mais vraiment, il peut y avoir un vrai sens à ça, pour quand on cherche un visage, une égérie, une personnalité. Non, mais c'est pas, une fois que les chiffres sont bons, c'est pas idiot quand on a une grosse destination, qu'on on a besoin de capitaliser un peu, c'est pas un mauvais pari. Nous, on est plutôt sur le micro-influence, mais en tout cas, dans tous les cas, l'amplification vous appartient. En aucun cas, vous ne devez avoir la certitude que ce sont les influenceurs qui vont faire votre audience et la popularité de la campagne ou des contenus que vous faites avec eux. C'est vous-même. Vous êtes responsable de l'amplification de vos contenus. Par la publicité, donc. Voilà. Je voulais faire une parenthèse. Donc, si on peut résumer, j'aime bien cette punchline, c'est que ta direction est plus importante que ta vitesse et que beaucoup vont très vite nulle part, en fait. C'est un peu la conclusion de ces réflexions. Eh bien, cette punchline, j'aime bien. Beaucoup vont très vite nulle part, l'empilement des fans, etc. Alors nous, on a deux convictions. Si on peut résumer ça, c'est que la médiatisation, l'amplification, c'est un art de la précision. Vous pouvez faire vos social ads, vos campagnes publicitaires, vos campagnes digitales vous-même, mais moi, ce n'est pas le conseil que je vous donne. C'est difficile. C'est difficile de gérer ces campagnes publicitaires. Et ça devient de plus en plus technique avec le RGPD, les bases de données, etc. Non mais bravo, je sais que parmi vous, il y en a plein qui le font, bravo, c'est vraiment un talent. Mais quand ça commence à s'accélérer, franchement, on a 3 personnes chez nous qui le font. Moi, je faisais des campagnes social ads encore il y a quelques années. Franchement, pour rien au monde, je ferais ce qu'elles font. C'est hyper difficile. Les formats ont énormément changé et surtout, on n'est plus du tout dans un tunnel. On est comme un billard français, vous savez, un billard à plusieurs bandes. Et il faut aujourd'hui construire des stratégies, des tactiques autour d'un plan média hyper fin pour que la performance médiatique, l'amplification se fasse bien. Et la deuxième conviction, c'est que, je le redis encore, le renouveau créatif, c'est une priorité toute l'année. Et ça veut dire que ça doit s'intégrer dans votre ADN. Et l'ADN, c'est quoi? C'est la plateforme de marque. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une plateforme de marque qui n'est pas sociale, qui n'est pas digitale, qui n'embarque pas le social et le digital. On a même aujourd'hui des plateformes de marque qui se créent à partir du social, sur les marques profondément conversationnelles, et qui remontent ensuite sur d'autres canaux. Mais énormément d'appels d'offres qu'on reçoit ces derniers mois concernent la déclinaison d'une plateforme de marque en social media. Florence, Voyage à Nantes, je pense que tu connais l'enjeu, c'est le Voyage à Nantes a une offre, par exemple, une offre artistique. Comment je raconte cette offre, qui peut être un peu, pas solennelle, mais un peu... oui, solennelle, c'est le mot. Et comment je la raconte sur les réseaux sociaux? Comment je la décline? Comment je la mets en scène, en fait? Et ça doit s'écrire. Ça doit s'écrire dans des guidelines, dans un roadbook qui est la plateforme de marque digitale. Si on doit illustrer cette plateforme de marque, il va falloir, et l'expliquer un petit peu, notamment à nos élus et nos dirigeants, il va falloir leur expliquer ce que sont les nouveaux codes narratifs. Les nouveaux codes narratifs, c'est ça. C'est une incarnation en face caméra, comme on le disait. Et attention, on ne parle pas de brebis isolées, là. Hein. On parle de Décathlon, on parle de gros acteurs, quoi.
Alex Troll à gauche, c'est quelqu'un qui a une énorme communauté. C'est une star de l'outdoor mondial. Ce qui n'empêche pas qu'on ait des ambassadeurs, qu'on ait une stratégie ambassadeur autour de la sincérité, du local. Vous pouvez notamment voir Michel-Édouard Leclerc à droite, qui, y compris sur LinkedIn, je vous rappelle que Michel-Édouard Leclerc, c'est un des dirigeants les plus suivis en France sur LinkedIn, je vous invite à le suivre, qui, y compris sur LinkedIn, va partager un bout de sa vie et de sa passion pour la Bretagne et de son ressourcement dans cette région de France. Mais ça va également jusqu'au caissier de Sherpa des Arcs qu'on met en avant, quoi. Et ça, c'est des contenus qu'on n'avait jamais vus avant. Dans quelle stratégie de communication touristique vous avez un caissier qui était mis en avant? Franchement, il y a quelques années, c'était des choses qu'on ne voyait pas. On est aussi sur un retour des contenus longs et sérieux. Un retour parce qu'en fait, ces contenus longs et sérieux, on les avait déjà, mais ils étaient servis ailleurs, notamment à la télé. Et les contenus longs et sérieux, aujourd'hui, ils sont énormément sur le digital et à travers certains influenceurs, ce qu'on appelle notamment l'edutainment, avec le monde de Jamy, avec Hugo Clément, avec Brut, là ce qu'on fait aussi sur des contenus un peu plus sérieux avec la Flandre, Visite Flanders. On revient à des formats longs, hein, mais on y revient de manière assez créative et surtout très incarnée. Je reviens là sur les jeunes un petit peu, mais pas que, sur cette mission sociétale, sur ces enjeux du tourisme digital responsable. Chiloé, mais aussi des influenceurs, pourquoi pas vous, s'investissent aujourd'hui dans des campagnes, dans des actions qui sont très médiatisées. Alors, ce n'est pas du greenwashing, mais ils en font un peu plus que mais c'est sain, je trouve, qui prennent le contre-pied de cette course un peu aux fans qu'on voyait un peu trop, de c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus gros, etc. Et là, on est plus sur de la mission. Et néanmoins, au-delà du sérieux, etc., on est quand même aussi sur un phénomène de gamification extrêmement présent. Là, il y a beaucoup de TikTok, mais pas que. C'est autour des filtres, autour de la réalité augmentée. Alors, c'est quoi la bonne stratégie des contenus? En fait, c'est tout ça. C'est pas une voie, c'est tout ça en même temps. Et c'est pas si simple, parce qu'il va falloir mettre du son aussi. Vous avez entendu Laurence ce matin? C'était bien. Laurence de Haken qui a fait l'introduction. Ben oui, c'est pas pour rien hein, qu'on a eu une expérience sonore comme ça. C'est parce que le son, c'est hyper important. Le succès de TikTok, vous savez aussi pourquoi c'est? La raison? C'est parce que le son est par défaut allumé. Sans son, il n'y a pas de TikTok. Le son, je vous renvoie d'ailleurs vers les podcasts d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont finalistes des Awards de la communication digitale qui auront lieu demain matin. Les podcasts d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 3T Télérama, c'est meilleur podcast de l'année par les Inrock. C'est un succès fou, en fait, de podcasts de destination touristique. Qui aurait cru ça avant? Les expériences 3D ou 8D, même, ils disent, de l'Australie, les contenus sonores de l'Orient Express, de la SNCF, etc., etc. Toutes les marques se mettent au son, tous les contenus contiennent du son. La SMR, je pense qu'en montagne, il n'y a pas une seule station de ski qui n'a pas fait son petit post ASMR cette année où on marche dans la neige. Écoutez. C'est trop bien, c'est immersif et c'est simple. Et alors la créativité plus maxi, quoi. Si vous ne connaissez pas Olivier à gauche, je vous invite à aller voir son compte. C'est Wongi, c'est notre copain, on travaille beaucoup avec Olivier. Olivier, il est incroyable. Il a une idée à la minute. Vous ne pouvez pas faire une OP influenceur avec lui sans qu'il s'allonge dans une flaque d'eau, à faire des reflets, des trucs, des montages. C'est des dingues, ces gens-là. Et il se trimballe avec 14 appareils photo, des GoPro, des gimbals, c'est des fous. Et d'ailleurs, ça a pas mal d'éteint sur certains content managers de certaines destinations qui sont suréquipés en matériel, qui sont devenus des producteurs de contenu hors pair. Et ça, c'est une véritable attente et c'est un code absolument fondamental pour TikTok, notamment dont on va parler cet après-midi. Allez, j'y arrive. Il est quelle heure? Parfait.
Le timing est parfait pour vous envoyer, rêver non, mais vers une page sur laquelle vous allez pouvoir télécharger cette étude tout à l'heure. Parce que la nouvelle étude de France 2022 de We Like Travel, eh ben, elle est gratuite. Par contre, elle est 10 fois plus petite, je vous le dis. Mais le contexte oblige, on s'est dit qu'on a fait des études de 200 pages pendant 3 ans. Ça a bien marché. Merci à ceux qui les ont achetés, qui les ont commandés, qui les ont lus. Et puis on a écouté, et on s'est dit en fait, pour aller à l'essentiel aussi, vous avez besoin de contenu court et parfois gratuit. Il y a pas mal de destinations qui ont pas les budgets aussi pour s'acheter une étude complète comme ça. Donc cette nouvelle étude, elle est beaucoup plus courte, mais elle est gratuite. Elle revient sur les fondamentaux, toujours nos chiffres, qu'on est à peu près les seuls à avoir. Hein. On a une grosse équipe qui combine ces chiffres, la véracité de ces chiffres aussi, parce que c'est pas simple d'avoir des chiffres qui sont véridiques sur le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde, qui sont le début de votre brief de départ de toute la raison pour laquelle vous faites de la communication social media et digitale. C'est est-ce qu'il y a du monde dessus, déjà? Est-ce qu'il y a du monde en France dessus, déjà? Ensuite, quel est l'âge de ces utilisateurs et quelles sont leurs attentes? Et comme vous avez pu voir, TikTok a annoncé il y a quelques jours 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est absolument considérable. Alors, on a analysé 604 destinations. On en a oublié une ou deux, je crois. Je viens de voir il y a quelques jours, mais c'est quand même assez complet. C'est-à-dire que ce benchmark, il existe depuis 7 ans. La carto, elle est assez costaud. Et le point commun de tous ces acteurs, c'est Facebook. Ça reste contre vents et marées, contre algorithme ou pas algorithme, contre Zuckerberg ou qu'on le déteste ou pas, ça reste votre vaisseau amiral. Il n'y a pas de réseau social aussi complet que Facebook. Et c'est absolument nécessaire de rester dessus. En revanche, ça devient très compliqué de faire que du Facebook. Et les destinations touristiques françaises l'ont bien compris, puisqu'on est passé de 60, 70, puis 80, et là 83% de destinations qui ont également un compte Instagram et qui l'animent. Donc là, bravo, parce que c'est un travail supplémentaire, mais ça prouve bien qu'Instagram est vraiment un canal indispensable pour la communication touristique. Il y a donc 496 offices, 84 départements, destinations départementales, comme je dis des destinations départementales, parce qu'il y a le Berry, par exemple, ou Savoie-Mont-Blanc, qui sont 2 départements ensemble. Et puis des destinations régionales, il n'y a que 13 régions en France, mais il y a 24 destinations régionales, comme Auvergne d'un côté, Auvergne-Rhône-Alpes de l'autre, par exemple. Et TikTok, oui, j'entends TikTok là. Oui, TikTok, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence. Alors voilà. Voilà le classement général 2022 sur les bases des données 2021 des destinations françaises avec un inédit, un ex-aequo entre le Morbihan et Savoie-Mont-Blanc. Pendant des années, ces deux-là se sont battus. Et là, ils ont exactement, c'est complètement improbable, ils ont exactement le même score. On a tout revérifié, les virgules après la virgule. C'est exactement le même score. Donc bravo aux équipes du Morbihan et bravo aux équipes de Savoie-Mont-Blanc, Michael et Patrick, on vous salue. La Plagne qui fait une entrée énorme dans le classement, très très forte hausse. Vous pouvez voir que la montagne est très représentée également dans ce top 25. Les CRT qui ont pas mal de budget aussi et ça aide sur l'amplification des contenus. Mais pas que, il y a aussi des petits poussets. Il y a aussi des destinations qui sont moins connues, qui ont moins de moyens. Je pense à la Clusa notamment. Et il y en a juste après, il y a Valeur Galibier, il y en a d'autres qui des petits offices comme l'île d'Oléron, comme le Puy-en-Velay, qui sont très bien classés également. Et le classement en général, on a mis toutes les destinations, les 600. Donc vous allez pouvoir tous fouiller pour savoir où vous êtes dans le contenu. Voilà le top 5 par catégorie, par exemple. On a dissocié, c'est un travail un peu difficile de catégoriser les offices de tourisme par catégorie. Le rural, l'urbain, le littoral, la montagne. Et là, il y a aussi des très belles performances. On a fait le classement aussi par réseau social. Ça, c'est un inédit. On est les seuls à avoir fait le classement LinkedIn des destinations. Et le classement TikTok des destinations, c'est une exclusivité que personne n'a vue avant vous et qui est sortie ce matin. Alors là, c'est sûr que La Réunion, qui est d'ailleurs présente peut-être dans cette salle ou à côté,
sont partis très très tôt sur TikTok et donc ils ont effectivement une très belle communauté. Le voyage à Nantes qui domine le classement LinkedIn, c'était pareil, très tôt et donc malgré la croissance de Lyon et de Savoie-en-Blanc qui se débrouillent très bien. Et puis Paris, voilà, avec la love brand Paris Je t'aime qui est adoptée quasiment dans le monde entier avec quasiment 650 000 abonnés. Et puis des tendances sur le ciblage des campagnes, les guides Instagram, les contenus shoppable, l'humour, la créativité, on l'a vu avec Valto. Voilà, je vous laisserai lire tout ça. Donc dans cette étude qui est sortie aujourd'hui, qui est en format court, en PDF, qui est gratuite et que vous pouvez télécharger maintenant sur cette adresse bit.ly/France 2022. Merci beaucoup à tous. S'il y en a, pardon, dispo pour des questions s'il y en a. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre stand We Like Travel et ainsi qu'à 14h30 avec TikTok France pour une conférence TikTok. Merci à tous.